Sophie Massala, voilà une femme qui ne manque pas d'esprit pratique. Quand elle a découpé celle qui lui faisait de l'ombre, elle l'a fait proprement, avec méthode. Elle a acheté une scie, un couteau en céramique, des sacs poubelles, des gants, des produits détergents, tout ce qu'il faut pour faire disparaître les odeurs et les traces. On a les 2 jambes, les 2 bras, on a le tronc et il nous manque la tête. Quand les policiers ont découvert qui se cachait derrière le démembreur du canal du Midi, ils sont tombés de haut. Au départ, on s'est dit, est-ce qu'on est sur la bonne personne? Est-ce qu'on ne fait pas une erreur? La question est de savoir comment une femme qui a 50 ans, qui est mariée, qui a des enfants, peut se livrer à un dépeçage pendant 8 ou 10 heures. Et la surprise des policiers a grandi encore quand ils ont découvert le mobile de ce crime. On n'est même plus aux portes de l'enfer, on est dans l'enfer. Sophie Massala, ou l'énigme d'une femme qui voulait être aimée. C'était un jour comme aujourd'hui, il faisait très beau. J'allais donner mes cours d'accordéon et j'ai décidé d'y aller à pied et de passer par le canal du Midi. Et lorsque je suis arrivé ici sur le canal, une jeune femme m'a interpellé, qui était assez alertée. Elle venait de voir un sac plastique avec un pied qui dépassait. J'ai tout de suite essayé de la rassurer et de me rassurer aussi en disant peut-être que c'est un mauvais plaisantin qui a mis le pied d'un mannequin en plastique dans un sac plastique avec une chaussette. Et puis voilà, mauvaise blague quoi. Je suis descendu ici. Il y avait un grand bâton là sur le bord ici. Je me suis accroupi. Avec ce grand bâton, j'ai ramené le sac sur le bord. Et il y avait une chaussette de couleur, gorgée d'eau. Et puis je me suis tourné vers la jeune demoiselle en lui disant bah non, je suis désolé, il faut appeler la police. Voilà. C'était de toute évidence un pied. Le pied, la jambe, la cuisse, tout le membre inférieur a été jeté à l'eau. Et pour la PJ, pas de doute, ce fémur à la section parfaite n'a certainement pas été haché par une hélice de bateau. C'est bien un démembrement. On est sur un membre qui est là depuis quelques jours, on voit que ça vient pas d'être fait, quoi. Cette jambe, elle était en partie épilée. Elle ne présente pas une pilosité particulière que l'on pourrait assimiler donc à un homme. Et la taille, la pointure du pied semble être du 35-36. Donc il s'agissait d'une personne de sexe féminin. Le lendemain, de gros moyens sont donc engagés pour tenter de retrouver le reste du corps et arrêter au plus vite l'auteur de ce massacre. Pendant que les plongeurs des pompiers sondent les eaux troubles du canal du Midi, des policiers le sillonnent en bateau. Et en début d'après-midi, un bras, à moins de 100 mètres de la jambe repêchée la veille. On est resté sur un sac poubelle de la même couleur, avec des liens donc de la même couleur, qui nous laissaient supposer que la personne qui donc les avait jetés de la sorte était la même, puisque le conditionnement était le même. Une jambe et un bras repêchés en pleine ville. Un dingue capable de découper une femme en morceaux et qui se balade dans Toulouse. L'info Toulouse FM. Bonsoir à tous. Le mystère s'épaissit encore un peu plus ce soir. Un bras a été découvert cet après-midi dans le canal du Midi. Un odieux suspense entoure cette affaire. Pour l'heure, le procureur de la République ne donne aucune information. Une scène de crime à ciel ouvert dans l'un des lieux de promenade les plus fréquentés de la ville. Compliqué. Le canal du Midi traverse Toulouse et il y a une proximité en fait avec le meurtre. On ne sait pas d'où ont été balancés ces sacs poubelles. On se dit qu'on peut en trouver sur la rive, quoi. Si la personne a pris le soin, ou les personnes, de découper en je ne sais combien de morceaux, malheureusement, ça allait nous amener sur une découverte qui allait durer dans le temps, qui n'était pas acceptable.
En attendant de récupérer le tronc et surtout la tête pour identifier la victime, les policiers de la crime ne perdent pas de temps. Ils passent un coup de fil à la brigade de protection des familles. Une femme aurait-elle disparu ces jours-ci? Rapidement, on nous a rapporté une disparition qui avait été déclarée le 22 mai. 2 jours avant la découverte de la jambe. C'était une dame qui s'appelait Madame Planche, Marilyn, donc qui habite à Toulouse. Et cette dernière donc n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours, que ce soit auprès de ses collègues de travail, de sa famille. Peut-être la victime du canal. Au matin du 3e jour, Nathalie Freund a une idée. Elle se rend au port de l'Embouchure, au nord de Toulouse, pour y faire les poubelles. C'est là qu'est amarré la Midinette, le bateau qui nettoie chaque jour les eaux du canal. Je me suis saisie du manche d'un balai qui se trouvait à proximité. J'ai remarqué qu'il y avait la présence d'un sac plastique alimentaire, à l'intérieur duquel on voyait dépasser en partie un sac poubelle de couleur grise. Et en essayant d'ouvrir quelque peu le sac poubelle, j'ai une odeur, mais d'un coup, nauséabonde qui s'est révélée. Et là, je me suis dit, bon, je pense qu'on est sur un membre. Et j'ai pu voir en partie une main. Le bras droit. Dominique, une jambe, 2 bras, 3 membres qui sont autopsiés au CHU de Toulouse. Et que dit le légiste? Eh bien, ce sont les membres, Rachid, d'une femme de forte corpulence. La mort remonte à plus de 2 jours, c'est certain, une dizaine de jours approximativement. Et est-ce que ces membres portent des traces de coups ou des brûlures? Alors, sur le bras gauche, sur le bras droit aussi d'ailleurs, des entailles au niveau du poignet assez profondes, de 5 cm et demi, des entailles qui ont été réalisées post-mortem, c'est-à-dire après la mort de la victime. Maintenant, en ce qui concerne les causes du décès, le légiste ne peut pas se prononcer parce qu'il n'a ni la tête ni le tronc. Et est-ce que le légiste apporte d'autres éléments? Oui, il détermine qu'elle était déjà morte quand on l'a découpée. Et ça, il le sait comment? Il le sait parce qu'il a observé au microscope les zones de découpe, de section. Et il n'y a pas de traces de saignement. Pourquoi? Parce que le cœur ne battait plus, il n'y avait plus de tension artérielle, donc il n'y a pas eu d'hémorragie. Et est-ce qu'il a pu déterminer avec quoi ont été découpés les membres? Alors, le légiste observe des lésions de faux départ. Ce sont des petites entailles de 2 à 3 cm qui se trouvent à côté de la zone de découpe, comme quand une lame rebondit et laisse une marque à côté. Pour le légiste, l'outil qui a été utilisé, c'est une scie avec des dents courtes du type scie à métaux. On va retrouver un tout petit fragment métallique dans le bras droit qui pourrait être un morceau de lame de cette scie. Quelques minutes seulement après la découverte du bras droit, l'enquête fait une nouvelle avancée. Le laboratoire a comparé l'ADN des membres retrouvés dans le canal et celui qui a été prélevé sur la brosse à dents de la femme qui avait disparu à Toulouse. Et là, ça match. Ça match de suite, clairement, sans ambiguïté. On est sur la même personne. Marilyn Planche. Céline Sauyer, l'enquêtrice qui travaille sur cette disparition depuis 4 jours, reste sidérée. Parce que s'il y a bien une disparue qui n'avait pas le profil à terminer en morceaux dans le canal, c'est bien cette célibataire de 52 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, quoi? Qu'on l'ait tué et en plus qu'on l'ait démembré. Ce démembrement-là, c'est au-delà. On a du mal à y croire, oui. Céline Sauyer a commencé son enquête le dimanche 22 mai, quand la sœur de Marilyn Planche a signalé sa disparition au commissariat central de Toulouse. Après 2 semaines sans nouvelles, ce qui ne ressemblait pas du tout à Marilyn. Elle a une vie de solitaire.
Mais ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas laisser de nouvelles, que ce soit sa mère, que ce soit sa sœur, les collègues de travail aussi, qui ont toujours des nouvelles, mais là, elle ne répond plus. Vraiment, elle ne répond plus aux appels ou aux SMS. Le téléphone portable de Marilyn Planche envoyait pourtant bien des SMS. Sa mère, Reine, en a reçu un le 15 mai à 14h18, rédigé d'une drôle de façon. Alors ce SMS, détail troublant, donc c'est qu'elle l'appelle Reine, alors que d'habitude c'est maman. Et vous savez, elle signe un petit peu toujours ses SMS, on va dire, ses caractéristiques des textos de Marilyn à sa mère ou à sa famille. Et là, elle annonce bisous, alors qu'elle dirait plus bise ou je t'embrasse. Donc ça les inquiète. Dans son message, Marilyn annonçait aussi qu'elle partait quelques jours se mettre au vert. Pas son style. C'était une femme qui avait un rythme de vie qui était extrêmement simple. C'était la maison, c'était de temps en temps la famille. En dehors de la famille, il n'y avait rien. Et en dehors du travail, il n'y avait rien. Elle n'avait pas à disparaître, on va dire, nous, à l'instant T. Pourquoi elle disparaîtrait comme ça du jour au lendemain, quoi. Il y a pas, donc, on la cherche. Si elle est en danger, il faut la chercher. Si elle a encore envie, il faut la chercher. Un équipage de police s'était donc rendu chez Marilyn Planche, dans le centre-ville, à quelques pas de la place du Capitole. C'est un immeuble de résidence, plutôt de standing, où on a à cœur de garder une ambiance propre, lumineuse, paisible. Les collègues frappent à la porte tout d'abord, personne ne répond. Et puis ils font un peu ce qu'on appelle une enquête de voisinage, quoi, pour savoir si quelqu'un a vu Marilyn ou a des nouvelles de Marilyn, quand c'est qu'ils l'ont vue, pas vue. Et ils tombent sur un voisin donc, qui dit la dernière fois que je l'ai vue, c'était le 12 mai, aux alentours de 13h. J'ai entendu crier et là j'ai vu sortir Marilyn Planche, donc en t-shirt, en slip, en chaussettes. Elle était paniquée, elle criait au secours et elle se dirigeait vers les escaliers, la cage d'escalier, l'ascenseur, quoi. Et il raconte qu'elle était suivie par une dame qui était, elle, beaucoup plus calme, qu'il a attrapée par les cheveux et qu'il l'a fait re-rentrer dans l'appartement. Voyant ça, lui, il est venu à leur rencontre et là, la dame qui avait tiré Marilyn Planche par les cheveux lui dit « Ne vous inquiétez pas, elle a une crise de nerfs, elle est dérangée » et elles rentrent toutes les deux dans l'appartement et il n'entend plus de bruit. Il décrit vraiment quelqu'un qui est en panique, qui a très très peur et qui donne l'impression de vouloir s'échapper de quelque chose, de quelqu'un. Il a été très choqué par la brutalité et la surprise de ce qui se passait, mais il n'a pas voulu être intrusif et aller trop loin dans ce qu'il pouvait faire en ce moment-là, dans ce qu'on peut considérer comme le cercle intime d'une personne. Les policiers sont donc entrés chez Marilyn Planche. C'est un appartement qui est en désordre. Il parle carrément de Capharnaüm, mais il n'y a pas de trace de lutte, il n'y aurait pas de trace d'effraction, et il n'y a surtout pas Marilyn Planche dans cet appartement. Après cette visite chez Marilyn Planche et le récit du voisin, la police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Et 3 jours avant la découverte de la première jambe, la brigade de protection des familles a convoqué les collègues de celle qui n'était encore qu'une femme portée disparue. C'est un portrait flatteur que les collègues de Marilyn Planche ont dressé à la brigade de protection des familles. Elle travaillait à Toulouse, tout près du canal du Midi. Depuis 20 ans, elle était conseillère en prestation à l'AGEFIP, un organisme d'aide à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Sa vie était galvanisée par le travail. Chacun dira que c'était une sorte de pilier de l'institution dans laquelle elle travaillait. Elle se permettait de dominer un peu ce rond de cuir, de voir ce qui allait et ce qui allait pas. Elle arrivait tôt le matin, elle partait tard le soir. Bref, c'était son existence. C'est quelqu'un qui est décrit comme extrêmement professionnel, comme extrêmement serviable, comme quelqu'un de rigoureux. Le sérieux incarné, sous les traits d'une femme discrète, voire secrète. Sa famille nous dit clairement qu'elle n'a jamais été mariée, qu'elle ne lui connaît pas d'aventure, elle ne lui connaît pas de compagnon, elle ne lui connaît pas d'amis. Elle ne s'étalait pas trop, même avec sa famille. Elle souffrait d'une forme de phobie sociale qui faisait qu'elle n'aimait pas se sentir envahie, qu'elle appréhendait un peu le contact à autrui en dehors de son activité professionnelle. À l'exception d'un homme avec qui elle avait noué une relation amicale. Le gardien de l'immeuble. Le samedi matin, on voyait sur son visage un peu plus de légèreté, un peu plus de joie. Et elle était toute contente avec son petit caddie d'aller faire ses courses au marché ou au supermarché. Une de ses activités favorites, et même peut-être une passion, je crois, c'était la pâtisserie. J'avais la primeur à chaque fois de ce qu'elle avait créé juste quelques heures avant. Ça sortait du four, c'était déjà présenté pour moi à ce moment-là. Et d'ailleurs, elle s'en sortait très bien, c'était à chaque fois merveilleux. Au moment de sa disparition, Marilyn était aussi une femme diminuée. Après avoir perdu l'usage de l'œil droit quelques années plus tôt, elle venait tout juste de se faire opérer d'une cataracte à l'œil gauche et elle était en arrêt maladie. Ses collègues de travail nous disent qu'elle était malvoyante, carrément. Ils nous disent qu'il ne laisse pas d'objet au sol. Un carton, enfin, il ne laisse pas d'objet. Elle ne le verrait pas. Et donc, elle trébucherait, elle se ferait mal. Ce souci de santé, pour quelqu'un qui est déjà au départ un peu solitaire, a pu l'amener à se renfermer encore un petit peu plus pour se préserver du regard des autres sur cet handicap-là. Comment une femme aussi affaiblie et aussi casanière que Marilyn Planche a-t-elle pu se volatiliser? C'est son collègue Mathieu, son confident au travail, qui a mis la brigade de protection des familles sur une piste. Il nous parle qu'en fait, il y avait une collègue de Marilyn avec laquelle ça ne se passait pas forcément bien. Elle s'appelle Sophie Mazala. Sophie Mazala. Une collègue arrivée de Montpellier 6 mois plus tôt. Elle avait été embauchée à l'AGEFIP comme conseillère en prestation, comme Marilyn Planche, qu'elle devait épauler dans la gestion et l'archivage des dossiers. Cette collègue, Marilyn, en a encore parlé à Mathieu le jeudi 12 mai, quelques heures seulement avant l'altercation sur le palier. Marilyn lui envoie un message le matin en disant qu'elle a reçu des appels et des SMS de Sophie Mazala qui vient prendre des nouvelles mais qu'elle ne comprend pas vu ce qu'elle sait, ce qu'elle pense d'elle. Donc elle ne comprend pas trop et elle lui demande conseil. Il lui donne conseil de répondre par un SMS. Mathieu voulait en parler avec Marilyn. Il lui a proposé de l'appeler dans l'après-midi. Et la réponse qu'il a reçue de Marilyn à 18h50 par SMS l'a beaucoup étonné. Je dors, moitié, pas trop, fatigue. Bizarre. Pas le style de Marilyn. Marilyn, elle est consciencieuse, elle est méticuleuse, elle ne fait pas de faute d'orthographe. Et qui plus est, quand il veut l'appeler, elle ne répond pas. Alors, il passe carrément son domicile. Il glisse un papier dans sa boîte aux lettres qui lui dit « Voilà, je pense que Sophie t'a volé ton portable. Appelle-moi d'urgence. » Et il redonne son numéro de téléphone pour qu'elle puisse le rappeler. Mais il n'a pas de nouvelles, en fait. Des nouvelles de Marilyn, c'est sa carte bancaire qui en a donné. Le 22 mai, tard dans la soirée, on constate qu'il y a eu une tentative de retrait, un distributeur de 1 500 €.
Ce retrait a été refusé par la banque. Et on envoie quelques minutes après, de 300 € au même guichet, qui lui est accepté. C'est pas dans ses habitudes, parce que nous on a constaté qu'elle ne retirait pas plus de à peu près 200 €. Et toujours à sa Société Générale. Là, c'est j'ai eu 200 € et c'est pas à sa banque. Dominique, si on se résume, Marilyn Planche a disparu le 12 mai, sa sœur a signalé sa disparition le 22. Que révèle la téléphonie pendant ces 10 jours? Important la téléphonie dans cette enquête, parce que le téléphone de Marilyn Planche s'est beaucoup promené. Le 12 mai, jusqu'au 12 mai, il est dans ce secteur où elle habite, normal. À partir de 19h08, le 12 mai, son téléphone se déplace dans Toulouse et va accrocher une borne avenue de la Gloire. Et immédiatement, le téléphone se déplace le long de l'autoroute de Toulouse à Montpellier. À partir du 13 mai, le téléphone est à Montpellier. Pendant 3 jours, il émet à Montpellier. Jusqu'au 16 et le 16, son téléphone fait le trajet inverse. Montpellier-Toulouse. Le 18 mai, il cesse d'émettre. Et ces 300 €, on sait qui les a retirés sur le compte de Marilyn Planche? Non, c'est dans un distributeur du centre de Toulouse, place du Puy, mais à l'époque, malheureusement, ce distributeur n'est pas équipé d'une caméra de vidéosurveillance. Le distributeur de billets a gardé son secret. Mais les collègues de Marilyn Planche, eux, ont encore raconté beaucoup de choses intéressantes à l'enquêtrice. Olivier, le délégué du personnel de la GFIP, lui a notamment raconté une scène étonnante qui ne datait que de 3 jours. Il avait eu une conversation avec Sophie Massala. Elle lui avait semblé très agitée. Elle tenait des propos incohérents. Elle lui dit qu'elle va tout déballer sur Marilyn Planche, que c'est pas celle qu'on croit, il y a des dossiers chez elle, elle fait mal son travail, elle me harcèle sexuellement dès le début que je suis arrivée dans l'entreprise. Ça a paru complètement invraisemblable à l'ensemble des collègues interrogés, qui connaissaient les qualités que présentait Marilyn Planche et qui n'avaient absolument pas le profil de quelqu'un qui pouvait imposer ses pulsions sexuelles à une collègue de travail. Et donc ce supérieur hiérarchique pense que Sophie Massala raconte n'importe quoi. Il se dit qu'elle en veut à Marilyn, quoi. Cette fois, plus de doute. Il s'est passé quelque chose entre les deux femmes qui pourrait expliquer la disparition de Marilyn. Et il y a de fortes chances pour que ce soit Sophie Massala que le voisin a vu malmener Marilyn Planche sur le palier. Donc je me suis dépêchée à trouver une photographie de Sophie Massala pour lui représenter. Et donc je vais la chercher dans le fichier des permis de conduire en fait. Mais elle date et quand je lui présente, il ne nous la reconnaît pas. Pas grave. La policière est maintenant sûre de tenir une bonne piste. Et la téléphonie de Sophie Massala va confirmer son intuition. Car comme par hasard, depuis le 12 mai, son téléphone s'est aussi beaucoup promené. Sophie Massala a d'abord déclenché des relais dans le centre-ville de Toulouse avant de prendre l'autoroute A61 dans la soirée, direction Montpellier. Elle va y rester donc le 13, le 14, le 15 et le 16. On constate qu'il y a un retour sur Toulouse. On croise les deux téléphonies de Sophie Massala et de Marilyn Planche. Ça se suit. Vraiment, ça se suit, la téléphonie. Ces portables sont pas loin l'un de l'autre. C'est la même personne qui détient les deux téléphones. On se dit ça, plus ça. Additionné, voilà, ça commence à faire et il y a de plus en plus de soupçons vers Sophie Massala. C'est à ce moment-là que les policiers sont retournés à l'appartement de Marilyn Planche pour y prendre la brosse à dents. Le lendemain,
les experts donnaient raison à Céline Soyer de s'être inquiétée. Marilyn est bien la victime du canal. La brigade de protection des familles doit passer la main. Quand on a une disparition inquiétante, souvent on rentre dans la vie des gens, on rentre dans la vie de la personne qu'on recherche et on s'attache un peu. Et là du coup, on a instruction de nous dessaisir, mais c'est comme ça, c'est notre job. Et c'est carrément la PJ qui prend le relais et on leur fait part de nos soupçons envers Sophie Mazala et que voilà ce qu'on a accumulé, voilà ce qu'on a et je pense qu'il faut peut-être l'auditionner, je pense qu'elle aura des choses à nous dire. La brigadier-chef offre donc la piste Massala sur un plateau à ses collègues de la crime. Et c'est maintenant la PJ qui tombe des nues. Elle, qui courait après un démembreur sadique, voit se profiler la piste d'une querelle de bureau qui a mal tourné. Une femme sans antécédent psychiatrique en aurait découpé une autre à la scie à métaux. Vraiment. Sophie Massala n'est pas difficile à localiser, car ce jeudi 26 mai 2016, elle avait rendez-vous au siège national de l'AGFIP, en banlieue parisienne. Et elle a réservé un vol retour Paris-Montpellier. Atterrissage prévu, 14h50. La PJ de Toulouse alerte donc ses collègues de Montpellier, qui n'ont plus qu'à cueillir la suspecte à son arrivée. Mais au même moment, à Toulouse, l'enquête s'accélère. Un SDF qui furetait sur les berges du canal a découvert une valise abandonnée sous des branchages. Il était à la recherche d'effets vestimentaires parce qu'il était démuni. Et quand il s'est intéressé à cette valise, il n'a pas pu l'ouvrir parce que la valise était verrouillée. Et quand il a senti l'odeur, il s'est dit qu'il était préférable pour lui d'en rester là et il a fait appel au secours. À l'ouverture, on voit un tronc comme on va dire les autres membres, enveloppé dans un drap, une serviette. Voilà, et en état de décomposition. Alors que le puzzle macabre se complète petit à petit à Toulouse, Sophie Massala se pose à Montpellier. Un atterrissage en douceur et une arrestation qui l'est tout autant. C'était une interpellation des plus faciles. Sereine, complètement détachée. Cette personne même étonnée de voir nos collègues agir de la sorte. Elle n'a rien dit. Et même lors de la notification des droits, quand on fait état de la qualification, quand même, on parle d'un meurtre, il ne semblerait pas qu'elle ait évoqué de sentiments particuliers. Bizarre ce flegme, surtout quand on transporte un élément très compromettant. Elle n'avait pas de valise, mais elle avait un grand sac. Et dans ce sac à main, ils vont trouver la carte bancaire de Marilyn Planche. Sophie Massala est aussitôt placée en garde à vue. Et pendant ce temps-là, les découvertes s'enchaînent au canal du Midi. Le même SDF, et là on se dit qu'il y a des concours de circonstances qui sont difficiles, découvrait également une jambe de femme. On a les deux jambes, les deux bras, on a le tronc et il nous manque la tête. L'interrogatoire de Sophie Massala commence en début de soirée au commissariat central de Montpellier, avec des policiers qui ont encore du mal à croire qu'ils tiennent le démembreur du canal sous les traits de cette femme toute frêle. Au départ, on s'est dit, est-ce qu'on est sur la bonne personne? Au vu de ce détachement, de cette sérénité, de ce calme, on s'est dit, est-ce qu'on ne fait pas une erreur? Sophie Massala est tout à fait prête à s'expliquer. Elle commence par raconter sa belle entente avec Marilyn Planche, il y a 6 mois.
Il y a une certaine amitié entre elles qui s'est créée de par leurs relations professionnelles qui étaient du même niveau. Elles avaient à peu près les mêmes choses à faire au sein de la société. Elles se voyaient un petit peu en dehors avec d'autres collègues de travail. Madame Massala nourrit une certaine admiration pour le respect que suscite Madame Planche, mais très rapidement, elle va commencer à nourrir une réelle jalousie du positionnement de Madame Planche. Sophie Massala fait remonter le début de cette jalousie à janvier 2016, soit 4 mois avant la mort de Marilyn Planche. Elle prétend avoir passé une soirée chez elle. C'est là qu'elle aurait découvert une autre facette de sa collègue. Et son attention a été attirée par le fait de voir plusieurs dossiers provenant de la GFIP, un peu en désordre. Et ça l'a énervée, froissée. Elle n'acceptait pas qu'on puisse prendre des documents professionnels au domicile. Comme si Madame Planche prenait ses dossiers pour les cacher, les détruire. Et comme elle était jalouse de sa collègue de travail, là c'était une faiblesse. Elle se rend compte d'un tout autre visage professionnel de Madame Planche et elle réalise qu'elle n'est pas la professionnelle avertie et aussi brillante et respectée qu'elle ne veut laisser paraître. Et ce n'est pas tout. Ce soir-là, Marilyn Planche est sortie du bois. Madame Planche aurait fait des avances à Madame Massala, dans le but d'avoir peut-être une relation autre qu'une relation amicale. Une déclaration merdique, dit Sophie Massala. La preuve, les SMS enflammés que Marilyn Planche lui a ensuite envoyés. Sophie, mon amour, il faut que je te voie. Tu ne veux pas comprendre combien je t'aime. Bien sûr, Sophie Massala a refusé ses avances. C'est d'ailleurs, explique-t-elle, pour mettre les points sur les i, qu'elle s'est rendue chez Marilyn le jeudi 12 mai. Mais l'explication a mal tourné. Et Sophie Massala déroule la suite, avec la même assurance et une incroyable confiance. Et à ce moment-là, donc, elle se serait emportée, soi-disant que Madame Planche l'aurait agrippée, et qu'elle-même aurait souhaité se défendre, se serait saisie d'une bouteille en verre. Et plusieurs coups sont portés par Madame Massala sur le crâne de Madame Planche. De là, elle nous dit « J'ai un début de colère, de violence, de haine, je voulais que ça termine ». Jusqu'à même à lui porter un coup de pied au niveau du ventre, une fois au sol. Elle l'entend encore respirer. Donc elle la laisse au sol et là elle quitte l'appartement. Sophie Massala est en train de revivre cette scène quand elle la raconte aux policiers. Mais manifestement, elle ne semble toujours pas réaliser à quel point elle se livre. On a rapidement senti que, oui, elle avait de la haine pour elle. Elle nourrissait vraiment de la haine pour Marilyn Planche. Et elle l'a dit, elle nous l'a dit ouvertement. Je la détestais, oui. Ça lui a même fait du bien de taper. Elle nous a quand même dit, et c'est ce qui était assez étonnant, je ne dis pas qu'elle méritait ça, mais... donc elle n'a pas terminé sa phrase, mais on a mis 3 points de suspension. On sentait bien que finalement, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver quelque peu. Au moment de la garde à vue, je ne suis pas certaine qu'elle réalise qu'elle a ôté la vie d'une personne. Elle s'en défend même. Sophie Massala explique qu'elle a laissé Marilyn Planche agonisante. Et que quand elle est revenue chez elle, quelques heures plus tard... Elle la découvre allongée sur le lit. Et là, elle constate que ses bras sont entaillés avec, au bas du lit, une lame de rasoir. Madame Planche aurait mis volontairement fin à sa vie. Donc elle nie l'avoir tué. La seule chose que Sophie Massala reconnaît ensuite devant les policiers, c'est sa peur. La peur d'être rattrapée, la peur d'être accusée d'un crime. Quelques jours plus tard,
Elle a donc pris une décision aussi pratique que radicale. On est dans un immeuble, au premier étage, dans un tout petit appartement, et on a simplement affaire à une victime qui est de très forte corpulence et que Sophie Massala n'a pas la force de déplacer. Si on ne peut pas la déplacer, la seule solution, eh bien, c'est de la démembrer. La démonter pour la descendre. Normal. Et Massala continue, comme si elle était persuadée que les policiers comprendront son embarras ce soir-là et sa méthode expéditive. Madame Massala s'est tout d'abord rendue dans un centre commercial de l'agglomération toulousaine. Elle a acheté donc une scie, un couteau en céramique, des sacs poubelles, des gants, des produits détergents pour faire disparaître les odeurs ou toute trace pouvant montrer une intervention d'un tiers. Et ensuite, elle va au domicile de Marilyn Planche et elle commence à la découper. Pour ne pas voir la tête de la victime, elle l'a recouverte d'un drap. Ensuite, elle posait à chaque section un torchon et elle sciait entre les deux torchons pour ne pas voir, là encore, la vision du corps. Et elle sciait et elle mettait ses membres dans des sacs poubelles les uns après les autres. Une telle garde à vue, c'est une première pour les policiers qui en sont baba. J'avais du mal matériellement à imaginer qu'elle ait eu non seulement la force nécessaire de faire tout ça, mais qu'elle ait pu faire abstraction que c'était un corps qu'elle découpait. Si, elle avait trouvé la force de démembrer sa collègue. Oui. Elle a forcé les portes de l'enfer et elle patauge dans le sang. Car il faut imaginer le travail que cela peut en exiger. Découper les bras, les jambes, la tête, le tronc, cela prend un minimum de 8 heures. On n'accomplit pas ce genre d'acte sans y laisser des plumes psychiques, sauf à être ce qu'elle est, c'est-à-dire un individu totalement dépourvu d'affect. Je pense que quelqu'un de normalement constitué doit abandonner. Il laisse la tâche, il laisse le sang, il se barre et on n'en parle plus. Non, elle est allée jusqu'au bout de sa logique qui consistait à dire « je ne veux pas me faire pincer ». Et ça, c'est sidérant. Sophie Massala, qui ne manque décidément pas d'esprit pratique, a ensuite méthodiquement placé chacun des sacs avec les membres découpés dans le caddie de Marilyn Planche et le tronc dans sa valise. Puis elle est partie en livraison au bord du canal. Elle nous explique que les roulettes fonctionnaient très mal et qu'en conséquence, elle a mis pratiquement 4 heures pour rejoindre donc depuis le domicile de Madame Planche le canal du Midi. Elle nous dit même qu'elle savait plus où elle en était. Elle était comme une machine en quelque sorte. Et elle était obligée d'avancer parce qu'il fallait se débarrasser rapidement du corps. Une fois l'avoir raconté, là elle commence à accuser le coup. Elle commence à avoir l'horreur de ses gestes, des larmes, des pleurs. Elle nous dit c'est horrible ce que j'ai fait, mais en même temps, elle nous dit elle le méritait. Sophie Massala s'est expliquée. Mais si on l'écoute, elle n'a pas tué Marilyn Planche. Elle s'est défendue et s'est ensuite débarrassée du corps d'une suicidée qui l'avait harcelée. Bon, cette fois, les policiers n'ont plus de doute, ils tiennent leur dépeceur. Mais son histoire de suicide ne tient pas debout et le mobile est un peu léger pour un crime pareil. Le lendemain matin, le brigadier-chef Mazelier profite du transfert de Sophie Massala entre Montpellier et Toulouse
pour tenter quelque chose. 240 km, quelques cigarettes, peut-être l'atmosphère propice pour qu'elle reconnaisse qu'elle a aussi tué Marilyn Planche. Et donc durant ce trajet d'environ 2h30, forcément dans le véhicule, il y a des choses qui ont été dites, des échanges. Et je lui ai fait part clairement que je ne croyais pas en sa première version, notamment celle évoquant ce fameux suicide. Moi, je n'y croyais pas, que le procureur n'y croirait pas non plus, et qu'il fallait que vraiment, comme elle l'a fait pour le démembrement, qu'elle nous dise la vérité. Contrairement à certains suspects qui campent sur leur position, Sophie Massala ne se fait pas tirer l'oreille longtemps. Elle nous dit « Bon, j'ai compris, lors de ma prochaine audition, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire, il faut que je parle à mon avocat. » Moi, je dis « Très bien, on attend que ça. Au point où on en est, allons-y. » Sophie Massala va-t-elle tenir parole? Des aveux complets, c'est l'enjeu du deuxième acte de la garde à vue. La pièce se poursuit à Toulouse. Donc là, elle nous dit qu'après lui avoir porté ses coups de bouteille, donné ce coup de pied dans le ventre, elle a laissé la victime. Inanimée, dans le coma ou morte? Quelques heures plus tard, elle est revenue et elle a simulé un suicide. C'était elle, en fait, qui avait tailladé les veines de Madame Planche. Une mise en scène improvisée et maladroite pour se disculper. Elle invente ce qui pourrait être du domaine de la déculpabilisation. Tout ce qui fait qu'on n'est pas l'auteur, on est peut-être une victime qui s'est défendue et on ne se reconnaît pas en tant que coupable. Inventer aussi cette brève amitié avec Marilyn et les soirées passées chez elle en tête-à-tête. Jamais Marilyn n'aurait partagé ces moments de complicité. Une femme seule qui a toujours été seule depuis de nombreuses années. Donc stop, non, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Sophie Massala n'en démord pas, elles étaient amies et Marilyn Planche l'a harcelée. Mais les policiers ne la croient pas. Elle était dans un jeu de rôle en fait, elle était dans une vie secondaire. Elle essayait de se persuader de cette relation qui n'a jamais existé en vrai. Car les policiers qui ont travaillé sur la téléphonie savent que les avances et les mots doux ne lui ont jamais été envoyés par Marilyn. C'est Sophie Massala elle-même qui se les a adressés. Elle a procédé à la rédaction de certains SMS alors qu'elle disposait du téléphone de la victime qui était déjà morte puisque certains de ces SMS ont été envoyés depuis Montpellier. Montpellier, où vivent le mari et les enfants de Sophie Massala. C'est là qu'elle les a rejoints après avoir tué Marilyn Planche. Un week-end en famille qu'elle raconte de manière toujours aussi banale aux policiers. Elle reprend son rythme de vie, je dirais, normal, puisqu'elle va faire les magasins avec une collègue et amie. Elle va s'acheter des bottines. Et le soir, elle va même aller au domicile d'une amie où ils ont été invités pour assister à un match de rugby. Rien n'avait changé, elle était une maman normale. D'ailleurs, son mari le dit, rien ne laissait entrevoir qu'il aurait pu se passer quelque chose à Toulouse quelques heures auparavant. C'est après ce week-end normal qu'elle a démembré sa collègue, en espérant que ses mises en scène maladroites et ses faux alibis fonctionnent. Raté et bien piteusement essayé. Elle a tellement mal fait qu'on a le sentiment qu'elle voulait se déclarer coupable. Mais sans le dire elle-même. Elle signe, tout au long de ces 15 jours, sa culpabilité. Et les policiers qui ont rarement connu enquête aussi facile ne rencontrent pas plus d'obstacles avec les pièces à conviction. Tous les outils de la démembreuse sont encore chez elle, dans son studio toulousain. À n'y rien comprendre.
On découvre sous le matelas cette fameuse scie assez importante, où la lame était enlevée d'ailleurs. Et quand on lui dit « mais pourquoi vous vous en êtes pas débarrassé ?» Enfin, c'est étonnant. Elle justifie en disant « mais parce que je voulais donc me constituer prisonnière auprès de la police et avoir un élément, mais également parce que la scie, on ne peut pas la jeter dans une poubelle comme ça se serait vu. » Et Sophie Massala n'en a pas terminé avec ses révélations. Après sa garde à vue, c'est à la juge d'instruction qui la met en examen pour le meurtre de Marilyn Planche qu'elle en fait une et de taille. La juge d'instruction revient sur l'endroit où peut se trouver la tête de Madame Planche parce que jusqu'alors, elle ne nous a pas livré l'endroit où se trouvait la tête. Elle lui demande de procéder à l'établissement d'un petit dessin et donc Madame Massala se livre à l'exercice et à l'aide d'un croquis va indiquer exactement où se situe la tête de Madame Planche. Enterrée sous une haie d'arbustes à moins d'1 mètre du balcon de Sophie Massala. Je me souviens bien, c'était un temps épouvantable, il faisait dehors un temps d'orage, il faisait nuit. Et là, mes collègues, au vu de ce qu'avait désigné Madame Massala, ont creusé. Pas profondément. Creuser, ça a duré 2 minutes. Et comme d'habitude avec Sophie Massala, ils ont trouvé cette tête. Elle souhaite indiquer les raisons pour lesquelles elle a conservé cette tête. Car même au sommet de l'horreur, la suspecte n'est jamais en mal d'explication. Mais cette fois, surprise. Le pratique cède au mystique. C'était pour garder son âme et lui offrir une sépulture. Je crois qu'il faut être gonflé pour dire ça. On ne peut pas, tout à coup, après avoir découpé quelqu'un, avoir le souci de lui donner une sépulture décente. Peut-être faut-il y voir la volonté inconsciente de signer sa culpabilité. Dominique, cette fois, le corps est complet, la tête et le tronc sont autopsiés. Est-ce que cet examen permet d'en savoir plus sur les circonstances du décès? Alors sur la tête d'abord, on constate de très nombreuses fractures sur le côté droit du visage, os maxillaire, os malaire, os frontal. Le légiste conclut à un traumatisme crânio-facio-encéphalique ayant pu provoquer le décès. Et évidemment, tous ces coups sont les conséquences des coups de bouteille assénés par Sophie Massala. Et le tronc? Alors le tronc, très intéressant. On retrouve du sang dans l'estomac de la victime. Et ce sang provient des fractures du visage, qui ont évidemment saigné. La victime a dégluti, peut-être une dernière fois, elle a avalé 10 cm3 de sang. Et c'est une deuxième confirmation sur les circonstances du décès. Et est-ce que l'examen anatomo-pathologique apporte d'autres éléments? Oui, des signes d'asphyxie au niveau du parenchyme pulmonaire. C'est le tissu fonctionnel des poumons qui est composé des bronchioles, des alvéoles, des conduits alvéolaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un traumatisme, des lésions traumatiques cervicales. Et troisième élément, pas des moindres, l'osioïde, la corne gauche de l'osioïde, ce petit os dont on parle souvent lorsqu'une personne est étranglée, cet os qui casse, eh bien la corde gauche est cassée. Le légiste va donc émettre l'hypothèse qu'en plus d'avoir été frappée, Marilyn Planche a pu être étranglée. Un déchaînement de violence suivi d'un démembrement pour un motif encore flou, des dossiers rapportés à la maison par Marilyn Planche. Oui, et pour un harcèlement qui n'existe pas. Et pour comprendre Sophie Massala, eh bien, le juge d'instruction et les enquêteurs se plongent dans son passé. Ceux qui connaissent Sophie Massala racontent tous la même chose. Cette femme a toujours eu un rapport compliqué avec la vérité. On retrace dans son existence une succession, une permanence
de mensonges qui portent sur des faits véniels, des faits de la vie quotidienne. C'est quelqu'un qui ment en permanence. Ce sont des mensonges, on va dire, pour se faire aimer, typiquement. C'est que dès qu'elle va sentir qu'elle est dans une situation où c'est pas elle qui a le beau rôle, ou... Elle le dit elle-même, hein, elle appelle ça des aménagements de la réalité. Je crois qu'elle se ment beaucoup à elle-même. Elle construit son monde pour échapper à une forme de réalité qui la poursuit. Des mensonges qui imprègnent aussi son rapport à l'argent. En découvrant son casier judiciaire, les policiers sentent qu'ils approchent d'un mobile plus ancien, plus profond, plus sérieux. Sophie Massala a été condamnée à 3 mois de prison, dont 2 avec sursis, au temps où elle travaillait à la faculté de médecine de Montpellier, en 2010. Elle était à la comptabilité, elle avait détourné des chèques à hauteur de 15 000 €. Elle rêve d'être une autre, très clairement. Et donc, si elle a des problèmes, elle s'organise pour en avoir moins. Elle n'est pas là pour s'embêter, Sophie Massala. Condamnée à rembourser les sommes détournées, elle s'est alors enfoncée dans les problèmes, dans une fuite en avant, faite de tiercés, de jeux de grattage et de crédits à la consommation, jusqu'à surendetter son ménage de 200 000 €. Car pour Sophie Massala, l'argent c'est la clé de l'amour. Et elle le cherche éperdument. Elle est dans je multiplie les cadeaux comme moyen d'offrir du bonheur, ou ce qu'elle pense être du bonheur, à ses enfants. Et qu'est-ce que c'est faire des cadeaux? C'est récupérer un regard positif sur soi, c'est récupérer de l'affection, c'est récupérer de l'amour. Donc il y a très nettement un lien entre ces éléments de kleptomanie et la recherche de reconnaissance et d'amour. Son mari découvre les dettes, mais le couple est incapable de les rembourser. Alors Sophie Massala trouve une solution. Toujours l'esprit pratique. La solution a consisté d'être call girl. Donc c'est une activité qui, on peut en convenir, est loin d'être banale. Et ce qui l'est encore moins banal, c'est que quand elle a demandé d'une certaine façon l'approbation à son mari, ce dernier le lui a donné. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'abandon, la dépression, qui ne s'effondre jamais, mais qui essaie toujours de survivre, de lutter pour survivre, et quels que soient les moyens. Elle explique que c'est une activité assez lucrative, 150 € la prestation, elle en fait 5 par jour, ce qui produit des revenus assez importants. Elle lui donne une dimension de nécessité économique. Madame Massala devient totalement dépendante de son mari puisque c'est lui qui gère les comptes. Et donc pour épurer les dettes, justement, il s'est servi un peu de la prostitution de sa femme pour y arriver. Fière et courageuse, Sophie Massala relève alors la tête. À 45 ans passés, elle se lance dans les études, elle qui avait quitté l'école à 16 ans. Elle passe son bac, puis un BTS pour devenir assistante de direction. Et elle décroche un emploi à l'AGFIP de Montpellier. Et elle va renaître en quelque sorte, elle va avoir la reconnaissance sociale qu'elle peut-être n'a jamais véritablement eue. Elle a la volonté de donner le meilleur d'elle-même, elle est utile. Elle est utile. Madame Massala, c'est quand même quelqu'un qui était au service des autres. Voilà, c'était pas une personne égoïste, qui s'inquiétait justement de l'état de santé des autres aussi, et qui était investie dans son travail. Mais elle n'est qu'en CDD. Et pour obtenir un CDI, elle doit accepter une mutation à Toulouse, à 3 heures de route de chez elle. Le début de sa chute. C'est une sécurité financière, mais paradoxalement une insécurité personnelle. C'est ça que veut dire ce départ à Toulouse.
Elle vit très mal d'être éloignée de sa famille. Elle est toute la semaine toute seule à Toulouse. Et finalement, son évolution psychologique ressemble à une forme de burn-out. Elle n'avait que ses collègues de travail et Madame Planche au départ pour l'aider à s'acclimater à ce nouvel univers. Et très vite est apparue cette concurrence entre les deux, entre Madame Massala et Madame Planche au niveau du travail. Et elle ne comprend pas finalement ce statut dont dispose Marilyn Planche au sein de cette entreprise et qu'elle n'en bénéficie pas alors qu'elle se pense beaucoup plus attirante et intéressante. La rivalité entre ces deux femmes était évidente. D'un côté, quelqu'un de sérieux, un pivot qui travaille, qui est aimé. Et de l'autre côté, une femme qui sera petit à petit rejetée parce qu'elle se conduit mal. C'est une grande gueule. Elle veut donner à chacun une leçon. Et puis en plus, elle est malhonnête. Madame Massala se rend compte que Madame Planche la dénigre et à partir de ce moment-là, elle a compris que Madame Planche allait devenir son ennemie. Il faut qu'elle ait des ennemis lorsqu'elle ne peut pas en faire des amis. Si tu ne m'aimes pas, je te haïrai. Isolée, obsédée par Marilyn Planche, Sophie Massala est aussi rattrapée par l'un de ses vieux démons, sa kleptomanie. Elle vole des tickets restaurants et ses collègues la démasquent. Une faute commise 3 semaines avant le meurtre et qui va la faire craquer. C'est elle qui a volé. C'est elle qui a effectivement trahi la confiance à la fois de son employeur et de ses collègues de travail. Mais elle exige de manière extrêmement paradoxale, que Marilyn Planche, dans le cadre de sa vision un peu irréelle, un peu immature du quotidien, soit la victime expiatoire de ses propres péchés. Elle explose. Elle explose, ça fait cocotte minute. C'est-à-dire que tout son passé, plus ce qu'elle vit là, elle n'avance plus, et c'est Madame Planche qui va prendre ce déchaînement de haine. Il y avait un besoin de violence, un besoin d'assouvissement. C'est-à-dire il fallait détruire l'autre. Et l'autre, c'était cette malheureuse Madame Planche. L'affaire avance, mais 2 ans après le crime, il reste encore des zones d'ombre. Est-ce que Marilyn Planche a vraiment menacé Sophie Massala ? Et est-ce que Sophie Massala est allée chez sa collègue avec l'intention de la tuer ? C'est tout l'enjeu de la reconstitution. Une voiture blanche aux vitres teintées. À l'intérieur, Sophie Massala, 55 ans, la meurtrière présumée. Elle revient pour la première fois sur le lieu du crime. Sophie Massala nous résume les choses en disant « Bon, écoutez, tout ce que j'ai pu vous raconter, il y a des choses à boire et à manger. Là, maintenant, on est sur la vérité vraie. Je vais vous expliquer comment les choses se sont organisées. » Et pour donner un gage de sa bonne volonté, Sophie Massala fait une révélation. Elle explique qu'en réalité, elle n'a pas sonné chez Marilyn Planche et que celle-ci lui aurait ouvert. Elle dit qu'elle est rentrée chez elle pour attendre, afin de pouvoir discuter avec elle. Sophie Massala est donc entrée à l'insu de Marilyn Planche. Car celle-ci lui aurait prêté un double des clés. Mais la partie civile a des doutes. Marilyn Planche, elle, ce qu'elle dit de son vivant, c'est qu'elle est très embêtée parce qu'elle a perdu son trousseau de clés. Elle n'accuse personne. Elle dit pas qu'on lui a volé. Elle dit « C'est ballot, les amis, j'ai égaré effectivement un de mes 2 trousseaux de clés. » En réalité, on sait que Sophie Massala en a pris possession. Et ce vol de clés change tout. Parce qu'il signe peut-être une intention plus malveillante que Sophie Massala veut le laisser croire. Sophie Massala va la surprendre. Ce qui explique le fait que Marilyn, lorsqu'elle arrive chez elle, commence à se déshabiller,
se changer, et tout à coup elle voit la furie à côté. Elle se précipite dans le couloir, le témoin va la voir en train d'appeler au secours et en train de dire « sauvez-moi » ou enfin de quelque chose qui démontre une panique exacerbée. Ça pose la question de la préméditation, puisque quelqu'un qui se rend au domicile de quelqu'un et qui l'agresse, ensuite, on est en droit de se poser la question. Une hypothèse qui fait bondir la défense. La préméditation n'a pas existé. Et il est très invraisemblable de penser un seul instant qu'avec une volonté meurtrière préexistante, on n'ait pas imaginé qu'on allait tuer avec autre chose qu'avec une bouteille. La reconstitution ne permet pas de trancher la question de la préméditation. Et n'explique pas non plus pourquoi Sophie Massala s'est rendue chez Marilyn Planche. Espérait-elle y trouver des dossiers de la GFIP? La preuve qui lui permettrait de confondre sa collègue auprès de la direction? A-t-elle apporté des dossiers elle-même ce jour-là dans le but de couler la réputation de Marilyn? Je dirais qu'à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est intéressant, c'est l'intérêt que Sophie Massala a porté à ces dossiers. C'est-à-dire, dans le fond, c'est une menteuse, c'est une imposture, et je vais vous le démontrer. C'est ça qui est intéressant. Sophie Massala ne s'explique pas au sujet de ces dossiers. Mais elle accepte de bonne grâce de rejouer la scène du meurtre. Tout serait parti d'une gifle de Marilyn Planche. Pour Sophie Massala, c'est une version de légitime défense. Elle vous dit « Je me suis retrouvé au sol, elle était à califourchon sur moi et elle était en train d'essayer de me tuer. » Je ne crois pas un seul instant que les choses se soient passées comme le prétend Sophie Massala. En réalité, les coups qui ont été portés, avec une force extrêmement importante, pour provoquer effectivement le bris du crâne, ça s'est nécessairement passé debout avec suffisamment d'amplitude au niveau des coups pour justifier les constatations médico-légales. Les experts et le médecin légiste présents à la reconstitution restent plus prudents et ne contredisent pas Sophie Massala. Pour eux, la version que leur donne ce jour-là Sophie Massala des faits est tout à fait compatible avec les constatations. Alors on peut avoir la foi de ne pas vouloir la croire, ou alors on peut penser que effectivement les experts sont sérieux et que ces déclarations sont vraisemblantes. Dominique, la juge d'instruction continue à travailler sur la préméditation. Elle va encore demander une expertise. Elle a préparé son coup ou pas? Alors, un expert va prendre l'ordinateur et le téléphone portable de Sophie Massala et fouiller dans tout ça. Et il découvre que dès le 13 avril 2016, c'est-à-dire un mois avant le meurtre, Sophie Massala s'est renseignée sur l'adresse de Marilyn Planche. Alors, elle a tapé le nom du syndic, elle a tapé résidence sécurisée à Toulouse, elle a fait des recherches. Et 6 jours avant le meurtre, cette fois-ci avec son téléphone portable, elle va chercher burn-out, symptômes physiques, pourquoi je gâche toujours tout, comment guérir de la kleptomanie. Elle va mal, Sophie Massala. C'est pire que ça. Elle fait une fixette sur sa camarade de travail. Pour le seul mois de mai, elle fait 251 recherches sur les réseaux sociaux sur Marilyn Planche. Et puisqu'elle fait beaucoup de recherches, est-ce qu'elle se renseigne sur la façon de tuer ou de faire disparaître un corps? Alors non, pas avant le meurtre, ce qui exclut la thèse de la préméditation. Et après le meurtre, elle est plutôt dans l'improvisation, elle essaie de s'en sortir. Par exemple, le 16 mai, 4 jours après avoir démembré le corps de Marilyn Planche, elle va chercher magasin de bricolage à Toulouse. Le lendemain, elle consulte résidence surveillée, sécurisée, comment on entre. En fait, elle a envie de retourner dans l'appartement de Marilyn Planche. Et le surlendemain, elle fait cette recherche, surprenant,
tout corps plongé dans un liquide, subit une poussée, etc. Et Archimède pour les nuls. Elle a peur que les membres remontent à la surface du canal. Oui, elle a peur aussi des odeurs. Elle cherche comment chasser les odeurs de viande avariée dans un frigo. Des éléments qui montrent sa détresse, avant et après le crime aussi, mais en tout cas, rien qui ne permette d'établir qu'elle a prémédité son acte. Sophie Massala est donc renvoyée devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour meurtre et modification d'une scène de crime. Son procès s'ouvre le 21 octobre 2019, 3 ans après le crime. Et il y a foule pour voir la démembreuse. On veut voir comment une si petite femme peut commettre un acte aussi monstrueux. Ce personnage de Sophie Massala intrigue énormément. Le meurtre commis par des femmes est quelque chose de rare, et le meurtre de femme sur une femme l'est encore plus. Il y avait dans cette grande salle d'assises une espèce de silence, l'ambiance que l'on retrouve dans les grandes corridas où on attend le taureau. Et elle est arrivée. On la sent pas à l'aise. On la sent pas à l'aise. Elle a peur de ne pas pouvoir séduire et convaincre. L'enjeu, bien sûr, c'est d'expliquer combien les actes qu'on lui reproche sont des actes accomplis par quelqu'un qui est toutefois plein d'humanité. Cette humanité s'exprime à la barre des témoins. La sœur, le mari, les enfants de Sophie Massala dressent un tout autre portrait de l'accusée, très différent de la découpeuse dénuée d'émotion. Elle n'est pas décrite négativement, pas du tout par sa famille. Notamment par ses enfants, qui disent que c'est une mère très gentille. Ils ont ce souvenir-là d'une mère aimante et d'une mère présente. La cour découvre également l'enfance cabossée de l'accusée. L'aînée d'une famille nombreuse et modeste du nord de la France. Une mère qui collectionne les amants, peu aimante et menteuse. Un père que Sophie Massala retrouve suicidé quand elle n'a que 10 ans. Dès le lendemain, l'amant de sa mère s'était installé au domicile familial. Elle avait imposé aux enfants de l'appeler papa. C'est des événements qui ont beaucoup marqué Madame Massala. Elle est peut-être un petit peu la Cendrillon du foyer, Sophie Massala tout de même. Elle va prendre en charge l'ensemble de ses petits frères et sœurs. Elle remplace beaucoup la maman sans en avoir la gratitude. Et je crois que c'est pour ça que Sophie Massala va être dans cette quête perpétuelle d'amour d'autrui. Et au-delà de la dette affective, il y a eu aussi un sentiment de rejet. Sa mère lui aurait dit « Je ne voulais pas d'une fille et je ne voulais pas d'une rousse ». Alors, le parallèle que l'on peut faire, c'est que Sophie Massala a ressenti un rejet de la part de Marilyn Planche et que ce rejet l'a effectivement sans doute renvoyé au rejet ressenti avec le personnage maternel. Cette explication psychologique peut éclairer la cour sur le mobile de Sophie Massala, mais pas sur les circonstances toujours troubles du meurtre. Après 4 jours de débat, l'accusé soutient toujours que Marilyn Planche l'a menacée et l'agressée quand elle l'a tuée. Et le président de la cour d'assises va lui demander. Il va lui dire, mais en fait là, vous êtes en train de nous parler de légitime défense, réfléchissez bien, est-ce que ça va être votre ligne de défense? Et on sent à ce moment-là qu'elle panique un peu et elle dit, bah oui, voilà, c'est ça. On sent quand même que la réponse pèse lourd. Elle est en train de nous réclamer un acquittement en expliquant qu'elle ne se sent ni de près ni de loin responsable
pénalement de la mort effectivement de Marilyn Planche. Elle est un peu piégée parce qu'elle ne sait pas comment répondre, elle le fait de manière maladroite. Et évidemment que nous n'allions pas sur ce terrain-là. Les avocats de la défense demandent aussitôt une suspension d'audience. Et après un sérieux recadrage dans les geôles du palais, Sophie Massala livre une toute autre version du meurtre. Elle a dit qu'elle avait frappé le crâne de cette femme sans que cette dernière l'ait agressée un seul instant. Elle explique que elle n'était jamais venue en janvier. On oubliait les dossiers également, qu'il fallait oublier l'agression sexuelle parce que tout ça, c'était pas vrai. Bref, elle est pure. Elle est dans la vérité. Et d'ailleurs, c'est un instant où elle paraît soulagée du poids qu'elle porte, cette culpabilité. Elle dit la vérité parce qu'elle y est acculée, elle y est poussée, et elle sait que c'est la seule manière pour elle, dans le fond, d'éviter une peine qui serait une peine la plus grave, la plus lourde. Ces aveux livrés du bout des lèvres n'attendrissent pas l'avocat général. Dans son réquisitoire, le magistrat accable une femme envieuse, perverse et manipulatrice, avant de réclamer la peine maximale. Je requiers la perpétuité parce que je fais relever au cours des débats une circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime. Particulière vulnérabilité dont Sophie Massala a évidemment profité et abusé. Le démembrement, la dispersion renvoie à une forme d'inhumanité, de dangerosité particulière, de froideur particulière. Il faut garder raison, s'indigne l'avocat de la défense. Le costume taillé par l'avocat général est beaucoup trop large pour sa cliente. On plaide la démesure des réquisitions de l'avocat général qui la rangerait aux côtés des serial killers les plus dangereux en la sanctionnant ainsi. Donc bien sûr, l'enjeu pour nous, c'est qu'elle échappe à cette peine. Le délibéré dure à peine plus de 3 heures. C'est court, mais les jurés ont entendu les arguments de la défense. Le verdict tombe, elle est condamnée à 27 ans. C'est une sanction qui lui est apparue comme étant finalement une sanction juste. Sophie Massala a accepté sa peine et n'a pas fait appel de sa condamnation. Et en prison, elle a retrouvé du travail.